Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 L'enfance de Wenan, 1943-1955. Une fille du dragon à 9 queues, le Mekong. Le 30 mars 1942, naissait à Sok Chang, dans la colonie française de Cochinchine occupée par les Japonais, une belle demoiselle que ses parents prénommeront Wenan, la beauté du rubis. Seconde et première fille d'une fratrie future de 5 enfants, elle voit le jour dans une famille bourgeoise du delta du Mekong, le grenier Hari de l'Indochine. Theta accent circonflexe Sen le père, est un officier francophone de l'armée coloniale, fils unique et l'héritier d'un clan mandarinal, neveu du chef de la province de Sadek, collaborateur du pouvoir colonial. La mère, Han Tu, est pareillement la fille unique de propriétaires terriens aisés de Kanto, qui ne négligeront rien de son éducation et de son instruction générale. Elle sera une des rares femmes du Delta à faire des études primaires dans des écoles francophones et secondaires au collège français Jialong de Saïgon. L'amour fou finira par réunir Thea accent circonflexe Sen et la jeune Han Tu malgré la mère du garçon, une enseignante, qui avançait la basse extraction de sa future bru comme raison de refuser le mariage. Finalement, les deux familles s'accorderont à la manière vietnamienne, et l'union se réalisera en 1940, dans les rites de l'époque. Un fils, grand frère Tuan, l'héritier chef de clan par droit d'aînesse, arrive en premier et comble les deux familles. Wenan vient au monde un an après Tuan, dans le foyer qui a tout pour être heureux et prolifique. Un autre garçon, Tran, puis deux filles, Thuy et Ke compléteront la fratrie au fil du temps. Né malencontreusement le 30e jour du 3e mois de l'année du cheval, signe très peu envié, et qui en plus correspond à un tronc céleste dit de la terre inculte, elle entend toute petite les propos accablés et répétitifs de sa grand-mère Timéo sur son avenir. Ma pauvre enfant, non seulement tu es née sous le signe du cheval qui est destiné à porter les lourds fardeaux de l'humanité, mais en plus, tu es apparue dans ce monde à 5 heures du matin, à l'heure où les chevaux commencent leur besogne. Prépare-toi donc à avoir une vie difficile. Mais Wenan rit, et se moque bien de la prédiction serinée par sa mamie. Les prémices de la guerre coloniale. Wenan a 3 ans. La prospérité familiale semble tracée quand éclate le 9 mars 1945, dans toute l'Indochine, le coup de force militaire des Japonais qui s'impose en nouveau maître, en prélude à la guerre. Les carnages à l'encontre des civils et militaires coloniaux se succèdent. L'administration française est mise à bas, Français et Vietnamiens emplissent les prisons libérées des malfrats et des révolutionnaires. Hiroshima amène la défaite des Japonais et met un terme à leur hégémonie le 15 août 1945. La Grande Révolution nationale éclate le 19 août, dans le pays vide de gouvernance. C'est la prise du pouvoir, à Hanoï, par le Front Viet Minh qui a surpris par sa célérité les autres partis indépendantistes vietnamiens soutenus par la Chine. La Chien Li naît dans le pays, avec en prime l'occupation imposée par les Alliés vainqueurs de toute l'Indochine. Le nord du 18e parallèle est offert aux Chinois, le sud aux troupes britanniques. Ho Chi Minh, alors illustre inconnu, proclame la République démocratique du Vietnam et l'indépendance du pays, le 2 septembre 1945, mettant fin à un siècle de colonisation française. Derrière cet homme fondateur du Parti communiste indo-chinois, l'icône Oncle Ho est né. La France, qui revient en force avec l'armée de Leclerc en septembre 1945, s'arc-boute sur ses prérogatives d'ancienne puissance coloniale et le peuple vietnamien finira par se soulever contre l'homme blanc, dans un affrontement qui va durer 8 longues années, passant de la guérilla à la guerre ouverte, de 1946 à 1954. La famille de Wenan aspire à la tranquillité, et rêve depuis toujours de vivre en paix. Elle la trouve à Phnom Penh en 1945, son père occupe un poste privilégié à la douane. Mais comme le petit peuple vietnamien reste asservi, ses parents ne peuvent plus supporter que leur pays soit à nouveau occupé, piétiné par des armées étrangères, d'abord chinoises et britanniques puis à nouveau françaises. Dès les premières lueurs de la révolte, tout le clan maternel s'embarque dans le mouvement révolutionnaire. Les grands-parents paysans, moins attentistes que d'autres, pris dans la flamme révolutionnaire, iront jusqu'à offrir innocemment au comité révolutionnaire provisoire 200 hectares de leurs terres en zone du maquis dite libérée. Puis Thea accent circonflexe Sen, le père, est affecté comme chef de l'unité 2 de la garde nationale locale, ce qui lui laisse une certaine liberté.
La mère, Anh Thu, qui a durant ses études fréquenté des étudiants nationalistes engagés politiquement à gauche, devient la secrétaire générale de l'Union d'avant-garde communiste de Sok Chang. Tous deux révolutionnaires débutants, nourris de liberté par les livres sur la Révolution française, brûlent du même feu, partagent la même cause et s'engagent dans le mouvement indépendantiste. Ils sont bientôt désignés comme délégués pour aller dans le Nord, assister à un congrès et parfaire clandestinement leur instruction communiste par les cadres Viet Minh. Ils sont identifiés par la police, fichés et refoulés par la sécurité militaire. Leur engagement les oblige à laisser leurs enfants, de plus en plus souvent, aux bons soins des grands-parents maternels. La famille paternelle dont les intérêts sont tout autres, ne suit pas l'engagement du fils et va réagir. Un oncle de Thea accent circonflexe Sen est le mandarin-chef de la province de Sadek, serviteur de l'administration coloniale. L'oncle est très inquiet de voir son neveu s'enflammer pour les communistes du Viet Minh. Fils unique de la lignée, Thea accent circonflexe Sen se doit d'assurer la continuité du clan paternel, et de ne pas être condamné ou mourir bêtement dans un règlement de compte entre factions politiques. Pour le ramener à ses côtés, dans le droit chemin colonial, l'oncle va l'attirer près de lui prétextant une maladie. Le neveu viendra, et sera aussitôt interpellé par le deuxième bureau du contre-espionnage français au motif d'avoir fraternisé avec les communistes. Comme prévu, l'oncle, doté des pleins pouvoirs de chef de province, se porte garant de lui. En échange de quoi Thea accent circonflexe Sen devra accepter la proposition, en apparence intenable, de devenir interprète dans une unité de tirailleurs supplétifs de l'armée française. Il intègre la garde nationale affectée comme responsable militaire d'un secteur de l'île de Lê Vung, dépendant du district de Sadek. Sa position paraît contraire à la cause nationaliste aux yeux des habitants. Bien des gens pensent d'ailleurs qu'il a renié ses idéaux. À leurs yeux, Anh Thu est l'épouse d'un traître et les enfants sont ceux d'un traître. Certains de leurs amis se mettent à passer leur chemin. Leurs regards dédaigneux en disent plus long que bien des insultes. Anh Thu continue d'assurer ses fonctions dans son association, aider les pauvres, repriser les habits des enfants et leur apprendre à lire. Sa fierté et sa volonté de se battre pour son pays l'aident à ravaler ses larmes d'amertume. La nuit, de temps à autre, les insurgés que tous appellent les Viet Minh tirent des rafales de balles sur leur maison, la maison du traître, bien qu'il n'y ait que des femmes et des enfants dans cette maison. Du dessous de son lit où elle se réfugie, Wen Anh voit les éclairs de feu qui traversent les persiennes. Elle ignore que son père est obligé de jouer un double jeu pour garantir la sécurité de sa famille. Un ordre du chef local Viet Minh lui impliquait de poursuivre son combat dans la résistance, tout en espionnant et le renseignant sur les agissements de l'adversaire. Une situation bien périlleuse qui allait aboutir à un drame. Au sein de la famille, seule la mère sait, mais elle est prise au piège de son engagement et ne peut que subir. En mars 1946, Wen Anh a 4 ans, la guérilla s'installe et progresse partout dans le delta. Durant le modus vivendi, période de drôle de paix, la guérilla d'indépendance s'organise pour combattre la présence française et l'administration coloniale. La guerre franco-Viet Minh commence officiellement le 20 novembre. Des comités populaires naissent en Cochinchine dans les zones contrôlées par les Viet Minh commandés par le rebelle Nguyen Ben, le GIAP local. La violence naît dans les deux camps. Le jour appartient aux militaires franco-vietnamiens, la nuit appartenait aux bandes, Chi Doi, du Viet Minh et aux miliciens des sectes politico-religieuses. À 4 ans, elle est une fille heureuse qui galope le nez au vent dans ses culottes bouffantes de garçon manqué. Le drame de la mort va entrer chez elle par 2 fois. Le destin va s'acharner sur sa jeune maman et viendra détruire le bonheur de la famille. Au début de l'année 1946, le grand-père Tha accent circonflexe N, le paysan, sera sérieusement blessé et le petit frère Tran sera tué dans une embuscade tendue par des révoltés, qui sans doute étaient des miliciens sectaires OAAO, alliés incontrôlables du Viet Minh. L'embuscade montée contre les militaires du corps expéditionnaire français avait été déclenchée par erreur contre un camion civil dans lequel se trouvaient le grand-père et son petit-fils, le frère cadet de Wen Anh. Le grand-père y perdra une jambe, et le petit-fils sera tué sur ses genoux. La mère inconsolable va dorloter encore plus sa progéniture et s'engager encore davantage dans la rébellion Viet Minh, malgré les malheureux dégâts collatéraux qu'elle venait de subir.
Sut-elle mener de front son engagement politique et son rôle de maman? Quelques mois après, le père s'en ira rejoindre son second fils. Il meurt à son tour terrassé par un mal étrange, une sorte de fièvre hémorragique, une brève et curieuse maladie, sans doute un empoisonnement. Le Viet Minh éliminait de la sorte les éléments douteux, NDL. Les familles tairont le drame. L'une positionnée côté gouvernemental perdait son seul fils, héritier du clan, et s'enfonçait dans une douleur muette. L'autre, qui s'est positionnée du côté Viet Minh, est condamnée à pleurer et à collaborer avec lui. Pour la cérémonie des obsèques, Nguyen Anh a reçu une tunique de deuil. Elle est heureuse d'avoir un habit neuf, qu'elle montre fièrement à sa voisine. Le jour de l'enterrement, elle suit dans le cortège au bras de sa nourrice. La mère pleure derrière le corbillard, les larmes creusent ses fossettes et les fossettes de sa mère la ravissent. Son père est décédé, mais pour elle il dort. À cet âge elle ignore tout de la mort. Sa mère est veuve avec 4 enfants dont le plus grand n'a que 5 ans et la plus petite, 6 mois. Le bonheur fuyait la maisonnée à la veille de ses 5 ans. Nguyen Anh va grandir désormais avec les bruits de la guerre. Après le décès du père, pour assurer une éducation française à ses enfants et continuer sa vie de femme, la mère quitte Sadek où elle a passé des jours heureux et pénibles, pour aller vivre avec eux à Saïgon, la belle ville française, la perle de l'Asie, à 150 km de là. Anh Tu obéissait ainsi aux ordres de la résistance communiste. La belle veuve de 24 ans a vécu ce qu'on ne devrait jamais vivre dans une famille, perdre son mari et un fils. Elle va s'engager corps et âme dans la résistance Viet Minh, laissant à ses parents le soin d'élever ses enfants. Les grands-parents vont vendre leur maison de Can Tho et acheter une nouvelle demeure dans le quartier Cho Quan, rue de l'Église, dans le 5e arrondissement, au cœur de la Saïgon qui semble alors épargnée par la guerre d'Indochine. Toute la famille maternelle va s'y rassembler et tenir un commerce de glace et de pâtisserie. Appuyé sur sa canne, Papy Van Zan, reconverti en marchand de glace, se poste au comptoir à longueur de journée. Il vend des sorbets de toutes les couleurs et des gâteaux maison faits par sa femme, pendant que sa fille, Anh Tu, qui est présentée comme la patronne des lieux, se livre en priorité à des activités clandestines de militantes révolutionnaires et disparaît très souvent de la boutique. La cause politique prend le pas sur sa famille. Il fait bon vivre ici, dans le brouhaha du trottoir, avec des tablées généreuses où les enfants savourent les pâtés chauds de la mamie Timéo. Passe le temps et au fil des jours passent aussi dans la maison beaucoup d'invités, des amis d'Anh Tu, d'oncles et de tantes. En l'occurrence, il s'agit d'hommes et de femmes chargés de missions clandestines contre le gouvernorat français, des résistants pour lesquels la pâtisserie devient un point de passage stratégique. Le grand-père aura toujours une peur contenue pour sa fille unique. Il ne dit rien mais fait le guet, debout sur sa jambe unique, lorgnant le passage derrière la vitrine de gâteaux. À chaque visite de ses enfants du maquis, comme elle les appelle, la mamie prépare des pochons de gâteaux qui font sa renommée. La maison Huong devient une enseigne réputée, où l'on se régale de croissants et de choux à la crème, avec en prime pour les initiés, les dernières nouvelles de la Révolution. De la guerre, Nguyen Anh perçoit peu de choses dans la ville coloniale. Parfois le soir arrive l'écho étouffé d'une déflagration. Des grenades qui explosent ici et là, de temps en temps, éclairant la nuit à la sortie d'un cinéma dans des hurlements d'ambulance. Mais la Saïgon de l'argent, des plaisirs, de l'import-export et des états-majors continue de battre son plein. La sale guerre demeure confinée dans la campagne, elle naît sitôt la rive, là où commence le sanctuaire du Viet Minh, au nord du fleuve Saïgon, Dong Nai. Saïgon est une belle et riche ville française. En tant qu'enfant d'officier de l'armée gouvernementale, la possibilité de fréquenter les écoles françaises de Saïgon a été accordée aux enfants de la veuve, et c'est durant l'été 1950 que Nguyen Anh passe l'examen d'entrée en 10e au lycée Marie Curie, et son grand frère est admis en 9e au lycée Chaslou-Loba. Elle a 8 ans. Dans l'établissement Marie Curie, que les Japonais avaient transformé en hôpital durant leur hégémonie, la plupart des professeurs sont français. C'est entre ces hauts murs de couleur jaune, abrités du soleil par la végétation des EVA, où l'on ne parle que le français, que Nguyen Anh apprend que ses ancêtres étaient les Gaulois. Elle ignore l'histoire de son pays, l'existence de la période légendaire datée de 4000 ans avant JC, celle du royaume de Van Lang, puis celle du Jiaozhou et de son actuel pays au sud dénommé alors le Phonam, puis le Cambodge, avant d'être conquis par les conquérants Kin ou Viet descendus d'Annam.
Elle apprend que le petit royaume d'alors vivra sous domination chinoise durant le premier millénaire, puis indépendant, il se fera dominant à la conquête du Sud et enfin il sera colonisé depuis un siècle par la France. Elle aime la France en même temps que son delta natal qui pour elle, n'est que la partie connue de la colonie de Cochinchine. Sa mère est son autre professeur qui lui enseigne l'histoire de son pays, et l'engage très tôt à la suivre dans son engagement politique libertaire. Quand Wenan, qui est une bonne élève, passe en 6e classique, elle choisit le latin avec le vietnamien comme seconde langue. Pendant les cours de vietnamien, elle raconte que son professeur, Madame Nguyen, exige que ses élèves ne parlent que dans leur langue maternelle. Mais elle et ses camarades parlent toutes le plus souvent en français, souvent des mots leur échappent. Et à chaque fois, c'est 5 piastres dans la tirelire commune destinée à financer le repas de fin d'année. Cette situation de bilinguisme et de biculture lui semble étrange. Elle apprend à devenir une jeune Française, en étant une étrangère dans son propre pays. Ses professeurs sont des Français, elle les apprécie et toujours se souviendra qu'ils lui apprendront à aimer les deux pays et la prépareront, sans qu'elle en ait conscience alors, à affronter les grandes difficultés de la vie au Vietnam. Son regret reste de n'avoir jamais été interne, afin de pouvoir dormir dans un vrai lit avec de beaux draps blancs. La petite fille agent de liaison. Dès l'âge de 8 ans, sa mère utilise l'innocente Wenan pour en faire une sorte d'agent secret, une porteuse de plis. La maman, prise dans son engagement politique, et assurément un peu insouciante, glisse dans le cartable des messages enroulés, protégés de scotch, que l'enfant doit remettre à des oncles ou à des élèves des grandes classes. C'était très important, et il ne fallait pas en parler à qui que ce soit sous peine d'aller en prison. En fait, il s'agissait de convocations aux manifestations populaires ou à des rassemblements de lycéens ou d'étudiants rattrapés par la révolution prolétarienne. Avec une naïveté désarmante, Wenan assure la liaison avec les révolutionnaires. L'idée est maligne. Qui pouvait s'imaginer que derrière la fillette qui participe en robe blanche aux fêtes et défilés du 14 juillet et 11 novembre, sur la place Norodom, se cache une porteuse de plis secret. Elle ne savait pas à quoi cela servait, mais elle était fière d'aider sa maman et elle restait muette sur son activité. Du colonialisme, à dire vrai, à son âge, elle ignorait tout. Elle surprenait parfois les chuchotements de ses proches affolés par les nouvelles du Delta, les incendies allumés par des légionnaires à Canto ou à Sok Chang, des viols subis par des tantes de la campagne. Du mot « viol », dont elle ne savait rien non plus, elle devinait que cela devait faire très mal, en écoutant et voyant les femmes de son entourage en parler avec force Mimi. Après le décès de son père, elle a remarqué des choses curieuses, difficiles à comprendre pour elle, qu'elle voit avec ses yeux d'enfant à Sadek ou à Canto. Les véhicules militaires français qui roulent à tombeau ouvert dans les rues des bourgs, bousculent parfois les étals et leurs vendeurs ranamites sans s'arrêter. Et à Saïgon elle observe de belles jeunes filles trop maquillées, des Kongai, dit sa mère, qui s'accrochent aux bras d'Européens ou de militaires, aux portes des bars, de l'hôtel Continental dans la rue Katina ou de l'hôtel Majestic tout en bas au bord du fleuve. Un oncle élégant vient de plus en plus souvent à la pâtisserie. Il s'appelle Tong, il est célibataire, natif de Sok Chang comme elle, et elle remarque qu'il est particulièrement bien reçu par ses grands-parents. Elle apprend que l'homme est un intellectuel, ami de sa mère, un militant communiste actif. Étudiant en médecine à Hanoï, c'est un Kanbochin, un cadre politique, qui a abandonné ses études pour revenir dans le Sud, à bicyclette en décembre 1945, sur ordre du parti pour rallier et enseigner la Révolution. C'est un homme discret et réservé, qui semble bien aimer sa mère. Elle voit leur complicité, mais Wenan n'a jamais imaginé avoir un second père et ce sera un choc le jour où la mère expliquera à ses enfants sa tendre histoire avec le monsieur Tong, et annoncera leur départ de la pâtisserie pour aller tous habiter une nouvelle maison dans un autre quartier de Saïgon, et la fratrie devra vivre avec lui. Abandonner le papy, la mamie, sa tati adoptée Ngok, le tonton, son mari et les cousins, est incompris de Wenan. Sa mère lui explique la générosité de son nouveau compagnon, et la nécessité de montrer une famille unie aux yeux de la police spéciale et de la sûreté militaire. Mieux vaut montrer aux voisins une famille unie, paraissant heureuse, plutôt qu'une femme seule vivant avec 4 enfants en bas âge. En 1951, elle a 9 ans. Elle est une fillette entêtée,
qui n'acceptera de partir que sous condition de revenir chaque fin de semaine dormir chez sa mamie. Ils partirent habiter une grande villa de 5 chambres, avec salon et salle à manger, que M. Tong a louée dans le quartier Théa-Accent circonflexe Ndin. Dans cette nouvelle maison il y a déjà beaucoup de monde, des oncles notamment qu'elle n'a jamais vus auparavant. Ils se montrent au petit déjeuner, puis disparaissent étrangement sans pour autant sortir de la maison. Ils reviennent le soir à l'heure du dîner. Elle interroge sa mère, demande ce qu'ils font dans la journée et reçoit toujours la réponse « Ce n'est pas bien pour une petite fille d'être trop curieuse ». Un jour où, par pur hasard, elle entre sans frapper dans une pièce et surprend sa mère qui tient une échelle pour aider un des tontons à monter au grenier par une trappe dissimulée. Dans le grenier fonctionnait une imprimerie clandestine qui occupait les oncles. Une nuit de week-end de mars 1951, alors qu'elle dort chez ses grands-parents, sa mamie la réveille à la hâte vers 4 heures du matin et lui chuchote « Anne, lève-toi, vite, la maison est remplie de militaires. Cours prévenir ta mère. Prends la porte de derrière. » Elle glisse quelques piastres dans la poche de son pyjama. Les yeux encore pleins de sommeil, la gamine tente de sortir, aussitôt arrêtée par un policier. La mamie arrive, en souriant elle invite le soldat à prendre un café, car il était encore très tôt et la nuit a été si courte. L'odeur des croissants au beurre achèvera d'occuper le policier vietnamien, et la gamine déguerpira dans le noir, escaladant la clôture du jardin vers la rue, sous les aboiements hargneux du chien du voisin dont elle a une peur bleue. Un cyclopousse refuse de la prendre. Une gamine en pyjama, seule dans la nuit de Saïgon, lui paraissait étrange. Le billet de 5 piastres le décide à la conduire chez sa mère. Arrivée là-bas, il y a des policiers partout. Elle aperçoit sa mère, enceinte de 5 mois, portant sa sœur Kay dans les bras. À côté d'elle, se cramponnent à ses basques son frère Tuan et la petite Thuy. Où doit-elle aller ? Sans s'affoler, elle entre chez une tante voisine pour la prévenir du danger, puis elle saura trouver asile chez un ami du grand-père qui habitait à faible distance de la pâtisserie. La police du Premier ministre le prince Buu Lok, informé des activités occultes de la pâtisserie, fera le pied de grue 2 jours durant, ses agents planqués aux abords. Quand ils partent, la mamie viendra la récupérer et lui dira « Wenan, il faut absolument que tu rejoignes ta mère. Personne ne peut aller là-bas sans se faire arrêter, car les soldats y sont aussi. Elle doit être très inquiète pour toi, va lui dire que nous allons tous bien. » Ce qu'elle fit. Chez sa mère, vers 4 heures du matin, une vingtaine de policiers et de militaires avaient encerclé la villa et étaient entrés alors que toute la maisonnée dormait. Son beau-père, sa mère et les oncles présents ont tout de suite compris qu'ils avaient été dénoncés. Les policiers sont entrés en hurlant le nom du beau-père. Toute la maisonnée a été rassemblée, manu militari, dans le salon. Une pluie de coups s'est abattue sur Tong et sur les oncles. Puis les policiers ont fouillé, et ils ont découvert l'imprimerie clandestine. Les jours suivants, ils ont descendu les rotatives, les stocks de papier et les tracts, et ils ont tout confisqué. Le beau-père et les oncles furent brutalisés et emmenés menottés. À la mère enceinte, les policiers font de violentes menaces et la laissent s'occuper de ses enfants. Peu de temps après, le propriétaire des lieux demandera à sa mère de déguerpir illico, sous peine d'avoir davantage de problèmes. Et An Tu se retrouve seule, sans domicile, avec 4 enfants et un autre en gestation. Les grands-parents pâtissiers vont les recueillir pour la grande joie des petits-enfants. La pâtisserie deviendra une souricière surveillée nuit et jour, et ses habitants sont tous catalogués comme des ennemis du pouvoir. Au parloir de la prison centrale de Chioa. Avec une mère, désormais fichée comme épouse de communiste, Wenan va découvrir ce qu'est la prison et la vie carcérale lors des visites autorisées à son beau-père quand elle accompagne sa mère à la prison. Elle observe et s'impliquera innocemment. Chioa est à l'époque la grande prison de Saïgon. Avec 238 cellules, elle s'étend sur 7 hectares, un octogone de béton, ceinturé d'un mur de 6 mètres coiffé de barbelés. C'est dans cette forteresse imprenable qu'a été transféré le beau-père en mai 1951, après la période des interrogatoires musclés et les cachots réservés de la police. Le mardi ou le vendredi sont les jours permis de visite à la prison. La mamie, suivant la coutume au Vietnam où les familles doivent subvenir aux besoins des prisonniers, préparait 2 gros paniers de provisions, un pour le compagnon de sa fille,
que Wenan appelle maintenant Kohai, oncle deuxième, et aussi un autre panier pour améliorer le menu des prisonniers amis de sa fille et de Kohai. Wen et sa mère enceinte viennent à la prison en cyclomoteur. Bien polie et bien habillée, la gamine a reçu la recommandation de faire la mignonne et d'amadouer les surveillants. Sa mère présente aux sentinelles, en leur parlant très gentiment, l'autorisation de visite mensuelle achetée avec un substantiel bakchiche. À midi, le soleil tombe à la verticale. Il fait une chaleur de four sous le toit en tôle de la baraque de l'entrée, là où les familles attendent souvent très longtemps que la voix nasillarde du microphone les appela chacune à leur tour. À l'entrée du parloir, il faut de nouveau sortir l'autorisation de visite, puis déballer les paniers pour les soumettre au contrôle. Les gardiens ne se contentent pas de palper. Ils ouvrent tous les paquets, toutes les boîtes, les unes après les autres, touillent le contenu avec une cuillère, cassent le pain à la recherche d'objets ou de messages. Bref, tout ce qui avait été préparé avec amour finit en charpie. Kohai est un représentant des prisonniers politiques, ce qui conduit les gardiens à redoubler de vigilance et d'attention à son encontre. Il les attend. Dans son dos se remarque l'inscription PP, prisonnier politique. Au fil des jours, Wenan va l'aimer comme un vrai papa car il lui semble énormément attaché à sa mère. Dans le parloir de la prison, il y a de hauts grillages qui séparent les détenus de leurs visiteurs. Une dizaine de détenus se tiennent debout face à leur famille. Pour s'entendre, il faut crier tant le bruit est grand. La mère parle à peine, lui guère plus. Ils se regardent en silence, se murmurent des choses que seuls pouvaient comprendre. Wenan implore des yeux les deux surveillants qui ne cessent d'aller et venir, épiant les conversations, elle quémande l'autorisation de faire un câlin au beau-père. Privilège toujours accordé. Et c'est comme ça qu'en quelques mots, elle lui glisse à l'oreille le confidentiel que sa mère lui a fait apprendre par cœur. Le 12 juillet 1951, à la maternité, Han-tu accouche d'une fille, Ngok Elaen, qui porte le patronyme de la mère, pour égarer la police. Du haut de ses 9 ans, Wenan s'occupe du bébé, biberonne et lave les langes de sa demi-sœur. Elle devient une petite femme responsable qui devine la force mentale de sa mère, quand, 3 jours seulement après l'accouchement, à peine remise d'une hémorragie, elle se rend à une réunion de l'Union des femmes de Saïgon dont elle est la présidente. En 1952, les prisonniers, dont Kohai, entament une grève de la faim pour protester contre les conditions exécrables de leur détention. L'administration pénitentiaire laisse la situation se dégrader. Après 20 jours de grève, les prisonniers sont dans un état critique. Certains menacent de se laisser mourir. De l'extérieur, pour les soutenir, Han-tu s'active, réunit un groupe d'épouses et organise des manifestations de soutien aux prisonniers. Au 25e jour de la grève, sachant que sa mère est l'une des instigatrices, la police va l'arrêter. Ne la voyant pas rentrer, la grand-mère demandera à Wenan de partir à la recherche de sa mère. Elle savait quoi faire, sa mère lui avait dit « S'il m'arrive quelque chose, va voir l'oncle Nguyen ou Toine au ministère des Affaires étrangères et demande-lui de l'aide pour moi. » Ce qu'elle fera. L'oncle écouta son histoire et lui promettra le retour de sa mère à la maison. Il tiendra parole. Ce fut la première arrestation de sa mère désormais fichée. Les jours se succèdent, c'est l'école, les visites à la prison et sa vie de petite fille dorlotée par sa grand-mère Timéo. Durant les vacances de l'été 1953, un jour sa mère prit un air mystérieux et annonça aux enfants un long voyage en récompense de leurs bons résultats scolaires. Elle exige que les filles laissent leurs robes à la maison pour ne prendre que des vêtements simples, pantalons et chemises de coton. Qu'importe leur tenue, la seule perspective de partir en vacances les enchante. Le soir même, ils quittent Saïgon et arrivent après une longue marche, au bord d'un arroyo où une barque et son pilote attendaient dans la pénombre. Pour la première fois de sa vie, elle va dormir à la belle étoile dans un sampan, bercée par le frémissement des rideaux de bambou qu'ils frôlent et par les coassements des grenouilles. À l'aube, ils arrivent dans un curieux village de paillotes caché sous d'immenses frondaisons. Dans chacune il n'y a aucun meuble, mais beaucoup d'oncles. Leur mère leur dit qu'ils se trouvent dans un repère de patriotes du Viet Minh. Pendant ces premières vraies vacances, les tontons s'occuperont des enfants, leur expliquant l'usage des tranchées, donnant à boire de l'eau bouillie avec des feuilles de bambou. Elle apprendra à nager tout en guettant le ciel. La mère est occupée tous les jours. Elle travaille avec un vieux monsieur très sérieux.
En fait, il n'est pas si vieux que ça, mais il porte une moustache. Et pour elle, un homme avec une moustache ne peut être qu'âgé. C'est l'architecte Nguyen Thanh Phat, le futur vice-président du gouvernement révolutionnaire provisoire du Sud-Vietnam, 1969 à 1976, qui deviendra vice-premier ministre du gouvernement du Vietnam réunifié, 1976 à 1981. Parfois, des avions les survolent, haut dans le ciel, et tout le village se fiche dans la végétation pour ne pas être repéré. Tout est nouveau pour elle, étrange, voire excitant. Une seule chose la chagrine, ce sont les propos de tonton qui lui disent qu'elle est une traîtresse parce qu'elle étudie dans une école française et qu'elle connaît mieux le français que le vietnamien. Elle pleurniche et se défend, leur répondant qu'elle sait mieux lire le vietnamien qu'eux. Enfant de deux cultures, aimant aussi bien son pays, le Vietnam, que la France, elle souffrira toujours de ses jugements partisans et idiots. La veille de leur départ, le vieux monsieur l'invite dans sa paillote et lui parle en français. Très surprise, elle lui demande sur un ton de défi s'il n'est pas un traître comme elle. Il éclate de rire et lui dit en vietnamien qu'apprendre le français n'est pas une faute et que cette langue est l'une des plus belles au monde. La preuve, c'est que lui aussi la parle et bien mieux qu'elle. Il l'assure que les tontons ne voulaient pas la peiner, seulement la taquiner, et qu'il est très content de l'agent de liaison qu'elle est devenue, concluant sur le patriotisme et sur la guerre anticoloniale. De cette leçon, elle retient que sa maman ne se bat pas contre le grand peuple de France en général, mais contre l'occupation coloniale et qu'elle peut continuer d'aller apprendre à Marie Curie, le cœur léger. De retour à Saïgon, quelque chose a pourtant changé dans sa tête. Elle demande à intégrer l'école Duc Tri, un établissement scolaire vietnamien dont la plupart des professeurs sont des nationalistes plus ou moins engagés dans la résistance. Ils seront d'ailleurs arrêtés les uns après les autres, envoyés en prison ou au bagne colonial de Pulo Condor, devenu le bagne vietnamien le plus redouté d'Asie. Au début, elle se trouve bien. Dans cette école, les professeurs s'intéressent à elle et la chouchoutent sachant qu'elle est la fille de la patriote présidente de l'Union des femmes. Il y a un grand hic, c'est qu'elle ne comprend rien de rien aux leçons données en vietnamien, surtout en maths. À chaque fois, le professeur doit lui traduire la leçon en français et les moqueries méchantes des autres élèves lui font monter le rouge aux joues. Elle met son patriotisme de côté et demande à revenir au lycée Marie Curie. En juin 1954, elle est admise en 4e. En repensant souvent aux paroles du vieux monsieur, elle apporte désormais plus d'attention à l'histoire de son pays. À Saïgon, elle ignore tout de la guerre qui se déroule surtout au Tonkin, tout là-haut dans le nord. À Dien Bien Phu, une ultime et disproportionnée bataille se déroulait inexorablement depuis le 12 mars. Ce 7 mai, sa famille restera du matin au soir les oreilles collées à la radio et rapportera au voisinage l'incroyable nouvelle. Après 57 jours et autant de nuits de combat entre les soldats du corps expéditionnaire français et ceux de l'armée populaire de Ho Chi Minh, la chute du camp retranché signait l'épilogue de la guerre coloniale d'Indochine. La bataille avait été cruelle, les belligérants étaient saignés. Elle ne comprend pas que c'était la fin annoncée de l'empire hexagonal dans toute l'Indochine. Le 8 mai, s'ouvre à Genève la conférence qui met un terme à la présence française au Nord-Vietnam et scelle la division du pays en deux États indépendants et distincts. Au nord du 17e parallèle, la République démocratique du Vietnam communiste du président Ho Chi Minh, la RDVN, et au sud, l'État du Vietnam du président Bao Dai qui deviendra en 1955 la République du Vietnam du Sud. La rue saïgonaise bouillonne, elle bruisse des événements. Des flots d'immigrés catholiques venant du Nord vont affluer en Cochinchine pour fuir le communisme, les riches achètent ou louent de grandes villas, les catholiques érigent des églises. Nguyen Anh entend de nouvelles intonations nordistes. C'est pour elle étrange, ces gens sont pourtant des Vietnamiens comme elle, censés parler la même langue qu'elle, mais elle ne comprend pas tout ce qu'ils disent. C'est la fin de la guerre. Les soldats Viet Minh sortent de leur cage du Delta, beaucoup repartent chez eux au nord, d'autres, des membres du Parti communiste, reçoivent l'ordre de rester sur place, de reprendre une vie normale, de se noyer dans la population et d'attendre la réunification promise. Les accords de cessez-le-feu prévoient un référendum populaire dans tout le Vietnam, en juillet 1957, pour officialiser la réunion des Trois Qui. Des combattants du Sud choisissent de partir vivre leur liberté, dans la République démocratique. Ils quittent leur famille pour peu de temps, le croient-ils.
Les gens se font lever de la victoire et crient « Ah dans 2 ans », mais bien des séparations sont déchirantes. Au large de Camo et dans la baie de Vung Tau, les soldats réguliers du Nord et les migrants rejoignent le bord de vieux navires polonais qui les attendaient. Wenan continuera de porter des messages de sa mère, d'un tonton à un autre. Kohai sera libéré en juin 1955, du camp d'internement de Turan. Il partira à Hanoï dans le cadre d'un échange de prisonniers. Sa présence là-bas va jouer sur la décision de sa mère d'envoyer ses enfants en sécurité près de lui. La chasse aux communistes recommence. Les élections prévues n'auront jamais lieu. Bao Dai et les Américains refuseront ce référendum avancé lors des accords de Genève et Ngo Dinh Diem, le nouveau chef du gouvernement du Sud, s'y opposera fermement. Cette position va engrainer un abominable affrontement consanguin, la guerre civile du Vietnam. Tous les activistes communistes retourneront dans la clandestinité, pourchassés impitoyablement par la police du Sud. Afin de les protéger, des parents militants communistes choisissaient d'envoyer leurs enfants au Nord libéré. C'est le choix que fera Han Tu, en organisant d'abord le voyage de son fils aîné Tuan, puis ce sera le tour de Wenan, dans des circonstances de voyage et d'exil qui la marqueront à jamais. À Hanoï avec Tuan et son beau-père. Photo Nga. Juillet 1954. Les territoires du Sud libérés, fief du Viet Minh, sont figurés en grisé et en noir. Schéma modifié auteur. Chapitre 2, dans la République du Nord en 1955. Les lendemains qui déchantent. Traîtres et héros. Par l'ordre du jour numéro 4 du 15 mai 1955, le général Paul Elie, commissaire général et commandant en chef en Indochine, clôturait définitivement le chapitre de la France avec le Tonkin, le dernier soldat français à quitter ce soir le Nord-Vietnam. L'épopée qui conduisit nos drapeaux sur le fleuve Rouge et aux frontières de la Chine s'achève. Depuis 300 jours, les forces du corps expéditionnaire, maintenues à Haiphong, ont permis à des centaines de milliers de Vietnamiens de choisir librement leur destin. Elles partent aujourd'hui la tête haute, leur tâche menée à bien. Bien avant le grand exil des Boat People, un premier exode se produit sitôt la signature des accords de Genève. Les nordistes 54, comme ils furent surnommés au nord, fuiront vers Saïgon. Pendant 300 jours durant lesquels seront autorisés les déplacements entre nord et sud, quasiment 1 million de nordistes, dont beaucoup de catholiques qui craignaient des persécutions, partirent vers le sud. Les héros communistes n'avaient pas imaginé un tel mouvement de population. Des familles entières de migrants, dits CU, se présentaient et embarquaient à Haiphong pour partir à Saïgon. UNM nous raconte : nous sommes partis dans les derniers car ma grand-mère refusait de quitter ses rizières. Mon oncle, résistant dans le maquis, nous avait prévenu qu'il fallait partir car nous étions catalogués comme de vils propriétaires terriens. Sur le trajet, des gens nous jetteront des pierres en nous traitant de traîtres, Viet Jan. Dès juillet 1955, une chape de plomb s'abat sur la République démocratique du Nord-Vietnam, RDVN. Ho Chi Minh, qui s'émeut de voir partir les Tonkinois vers le sud, fermera hermétiquement les frontières terrestres et maritimes. Aucune évacuation, aucun départ ne sera désormais toléré. La République communiste se clôturait dans une sorte de monde carcéral protégé de réseaux de barbelés fictifs. La grande révolution vietnamienne, dite du peuple par le peuple pour le peuple, abandonne le pouvoir au nord du 17e parallèle après les accords de Genève de 1954 et 8 années de guerre aux mains d'un seul parti, le PACI, le Parti communiste indo-chinois qui se fait appeler simplement le parti. Ses dirigeants évitent d'afficher le mot communiste dans leurs organismes pour faire croire à une coexistence avec les autres partis, alors qu'ils les ont tous éliminés physiquement et qu'ils s'assurent tous les pouvoirs. Le Parlement, issu de la Constitution de 1946, comprenait 498 représentants. Il a été purgé des opposants au parti et ne comporte plus que 220 représentants fidèles et quelques marionnettes insignifiantes. Si l'indépendance totalitaire a été réalisée au nord par l'oncle Ho, au terme d'une victoire militaire indéniable, le cessez-le-feu imposé par ses alliés chinois et russes l'a transformé en une victoire à la Pyrrhus. Le partage du pays en 2 entités est très mal vécu par la RDVN. C'est au congrès du parti,
du 11 au 19 février 1959, que les partisans fondent le Viet Nam Gang Lao Dong, le Parti des travailleurs vietnamiens qui remplace l'antique Parti communiste indo-chinois. Le nouveau Lao Dong est censé obéir aux doctrines de Marx, Engels, Lénine et aux idées de Mao Tse-tung, adaptées aux conditions particulières de la révolution vietnamienne. Il faut noter que le modèle adopté par la nouvelle démocratie populaire vietnamienne est surtout une copie du modèle chinois plutôt que de celui de l'URSS. Le parti Lao Dong est composé d'un comité central de 41 membres qui désigne le bureau politique de 11 membres et le secrétariat général. La direction du pays est confiée à un président. En l'occurrence, le plébiscite s'est porté sur le vieux révolutionnaire Ho Chi Minh. Il est secondé d'un vice-président, d'un premier ministre et de vice-premiers ministres responsables des ministères. En 1955, l'urgence sera d'assurer la survie du pays. Les problèmes économiques surgissaient de toutes parts dans un Bac-Bo, ex-Tonkin, sans monnaie souveraine, exsangue de ressources où toute l'activité de production industrielle a été détruite, anéantie par la guerre d'indépendance. Le Viet Minh s'était acharné aveuglément à détruire tout ce qui rappelait la colonisation et les infrastructures modernes de son pays, et tout ce qui pouvait être utilisé par les militaires français. Le chemin de fer a été saccagé. Dans les quartiers européens, nombre de demeures coloniales ont été plastiquées sans discernement, les ruines sont partout, les lignes électriques et téléphoniques sont à terre, les ouvrages d'art, ponts et ponceaux ont été détruits, les routes coloniales et provinciales sont éventrées, de nombreux tronçons restent minés, interdisant les circulations sécurisées des véhicules. Les exploitations minières sont arrêtées faute d'encadrement, les fabriques et les machines-outils ont été sabotées, les installations portuaires sont démolies, démontées, emmenées par leurs propriétaires européens et vietnamiens qui s'exilent dans un premier temps au sud. Les partants ont cassé, brûlé, détruit, saccagé le modeste potentiel industriel colonial qui existait au nord et les Américains omniprésents ont encouragé à ne laisser que des cendres. Il ne faut rien abandonner d'encore viable aux communistes, et surtout pas la moindre industrie en état de fonctionner. Dans leur rétraction, les troupes et les administrations françaises et vietnamiennes emportent tout ce qui est transportable, y compris les matériels de santé et les appareillages des hôpitaux. Ce qui reste a été détruit, brûlé, rendu inutilisable. En 1955, la classe ouvrière issue du prolétariat industriel, au sens marxiste du mot, n'existe plus, avalée, disparue dans les armées de Giap. Il subsiste une main-d'œuvre de mineurs, coulis des charbonnages de Hongay et des dockers à Haiphong. Les boutiquiers qui restent ne sont que de petites gens, la bourgeoisie chinoise et indienne du gros commerce est partie. Il reste des échoppes d'artisans et de vendeurs de briques et de brocs, qui entretiennent un marché aux puces de tout ce qu'ils ont pu chaparder dans les maisons vidées de leurs occupants. Ces sont de pauvres gens à existence précaire, qui doivent contourner les nouvelles lois du parti pour subsister au jour le jour. Beaucoup de citadins se sont réfugiés dans les campagnes, certains dans leurs familles, pour survivre et tenter de se protéger des éclats de la guerre. Ils sont devenus des tâcherons sans terre, et ne font qu'augmenter la masse miséreuse paysanne. Désormais, le parti impose l'encadrement de la population pour faire appliquer les strictes directives imposées. C'est la police et les organisations des masses, telles le Front de la Patrie, qui surveillent la population des non-adhérents au parti. L'information des masses est limitée, contrôlée. Elle ignore les événements extérieurs dans le reste du monde et ne parle que de la vie courante dans le Nouveau Vietnam. Le temps s'est arrêté. La ligne de conduite est reprise et affichée dans le journal officiel du parti, Nam Dan, le peuple. L'écoute des radios étrangères est interdite. Elle se pratique toutefois clandestinement, par l'élite intellectuelle d'opposants et de contradicteurs qui résistera un temps mais qui n'échappera pas aux délateurs. Les paysans peu instruits, dociles et sans culture politique seront les plus facilement soumis. Ils sont les seuls travailleurs en état de sauver le pays de la faim. Ho Chi Minh et le parti vont leur imposer une décision maoïste ahurissante en socialisant leurs moyens de production, par une réforme agraire radicale, persuasive et contraignante. La population de la République démocratique du Nord-Vietnam était d'environ 13,7 millions d'habitants en 1955, dont 90% vivaient à la campagne. Le Bac-Bo était traditionnellement un pays dont les terres cultivées étaient scindées en petites parcelles individuelles,
soit louées, soit propriété du paysan qui les cultivait jalousement et qui vivait par elles. Les riches propriétaires fonciers, les réactionnaires possédants, ainsi désignés par Truong Chin, qui louaient des terres à des métayers, se sont empressés de déguerpir vers le sud dès que la victoire communiste se profilait. Leurs terres délaissées sont devenues propriété de l'État. Elles ont été partagées et louées aux sans-terre demandeurs. À la fin 1954, dans le Nord isolé et ruiné, le peuple libéré du colonialisme oppresseur et de l'impérialisme sanguinaire français, comme se plaisent à le répéter les Kanbochin, les cadres politiques, se retrouvent face à un néocolonialisme sectaire des nouveaux gérants qui sont des fonctionnaires politiques et des militaires souvent incapables et imbus, envoyés là pour transformer les travailleurs en hommes nouveaux, bien obéissants. Peu réactifs, le prolétaire est leurré, épuré, maltraité, emprisonné, voire assassiné par les siens. Le parti voulait affirmer vite sa position de lier les paysans au nouveau régime et de leur inculquer une conscience de classe. La révolution à la campagne devait, dans les discours sans cesse réitérés, supprimer le féodalisme, le métayage, les impôts et disait vouloir répartir la terre entre tous. Des commissaires politiques affectés par 2 ou 3, dans chaque village, travaillent les familles paysannes, montant le pauvre contre plus aisé que lui ou celui qui n'a rien contre celui qui a un peu. La délation s'installe, la critique aussi et dresse les petits agriculteurs contre ceux à qui on promettait un peu. La révolution à la campagne ne sera pas celle imaginée par les paysans. L'épuration prélude aux réformes agraires et industrielles. Chaque village mis sous la pression brutale des inquisiteurs doit fournir un contingent de prétendus réactionnaires. Des tribunaux de village naissent, ils arrêtent et condamnent, faute des vrais réactionnaires possédants, des propriétaires terriens aisés, et sont classés aisés dans ce Vietnam de misère, les paysans qui possèdent plus d'1 hectare de terre et plus de 2 vaches ou de buffles. Une seule peine est promise à ces pseudo-riches, exploiteurs capitalistes, la mort. Une dizaine de milliers de ces petits propriétaires terriens seront exécutés, 700 000 seront expropriés et nombreux seront incarcérés. Le stalinisme pur et dur régnait au Nord-Vietnam. Les excès des valets du régime amèneront le gouvernement à modérer les abus des inquisiteurs. Il fera libérer 12 000 de ces paysans, dont Giap dira qu'ils avaient été illégalement détenus. La réforme agraire imposée par l'oncle Ho se voulait être la copie de la réforme collectiviste de Mao. Des fermes modèles sont créées, puis des fermes collectives, où enseignent des agronomes chinois, professeurs experts. La réforme touchera 10 millions de paysans dans 3500 villages. On promettra à chaque paysan spolié de son lopin de terre par une arrestation illégale, de lui redonner à cultiver 1 hectare de terre prélevé sur les domaines des exploiteurs capitalistes. Ils n'en recevront que 0,21 hectares en moyenne, et les journaliers sans terre se verront attribuer 0,15 hectares, bien trop peu pour vivre. Le paysan sera en fait condamné à travailler pour la collectivité socialiste, dans des conditions d'esclavage du début du siècle, avec la garantie de la misère pour encore 3 décennies. Les rendements s'effondrent, les plans communistes de production n'assurent qu'un minimum vital aux travailleurs. Le ressentiment des gens s'affiche, il est un temps adroitement étouffé par la machine à broyer du modèle chinois. La mousson et les intempéries sont dénoncées par le parti comme étant les seuls responsables de la disette. La casse de la structure ancestrale paysanne est méjugée, ignorée des stratèges. Les sudistes parient sur la chute prochaine du Nord-Vietnam où les récoltes, déjà insuffisantes durant la guerre, ne sont plus complétées par les importations massives de leur riz, comme au temps de prospérité d'avec les Français. La population ne mange plus à sa faim, rationnée elle gronde déjà contre les représentants du parti. La réforme agraire est un fiasco, les dirigeants communistes s'entêtent et ne renoncent pas, ils persistent dans leur erreur en la généralisant imposant un collectivisme de masse. En 1956, 80% des fermes et des terres sont regroupées en coopératives d'État ou en fermes d'État, dirigées par des cadres militaires. Ce sera l'effondrement de la production, un monumental fiasco. Le paysan du Nord, déresponsabilisé par le régime, démoralisé par les inondations inopportunes de la mousson, par les ruptures des digues mal entretenues et par les intempéries imaginaires excuses du parti, n'aime pas travailler pour les autres, et il a faim. Dans le néant, patrie natale de l'oncle Ho, des soulèvements ont lieu.
Ho va devoir renverser la vapeur en août 1956. Il limoge le secrétaire général Truong Chin, lui imputant sa brutalité et les excès bureaucratiques de la réforme agraire. Il assume personnellement la charge du secrétariat général. Il fait des excuses publiques et lance une campagne de rectifications idéologiques. Le calme ne revient pas dans la ruralité. Le 4 novembre 1956, dans un fort climat de révolte, il fait envoyer la 325e division de l'armée de Giap pour mater la révolte paysanne. Il y aura plusieurs centaines de morts. Le Lao Dong mis en accusation devra finalement renoncer au collectivisme généralisé, et il va devoir réaffecter des lopins de terre aux paysans qui reprendront leurs habitudes ancestrales de 2 récoltes de riz, voire 3 récoltes de légumes par an. Les rares fermes restées miraculeusement privatisées, qui n'occupaient que 10% des terres cultivables et récoltaient plus de la moitié des récoltes collectives, vont sauver le pays d'une famine générale. La malencontreuse réforme agraire, ersatz du modèle chinois, a traumatisé les familles paysannes, y compris celles des sympathisantes du pouvoir, qui avaient soutenu le Viet Minh dans la lutte contre les Français. Chez les militaires, tous des fils de paysans qui avaient dû malmener leurs parents révoltés, le moral est au plus bas et leur engagement politique vacille bien qu'il soit privilégié par le régime. L'armée, l'élément essentiel du pouvoir, est bien nourrie, logée et habillée par le parti. C'est l'URSS qui, à la fin 1956, dans une transaction triangulaire, extirpera le nord de la famine en lui apportant l'aide fraternelle souhaitée. Elle fournit du ciment à la Birmanie, à charge pour ce pays de livrer en urgence 250 000 tonnes de riz via Haiphong. Parallèlement à la réforme agraire, le parti débutera la révolution industrielle avec l'aide promise du bloc sino-soviétique. Le règlement financier de l'aide matérielle devra être payé en quintaux de riz et en matières premières. Curieux marché passé par des économistes de pacotille. Rappelons que le riz est la base alimentaire des Vietnamiens, et il manque cruellement au pays. Marché de dupes, le grain de riz vaudra plus que la goutte de sang. L'infrastructure industrielle du Nord, qui était modeste sous la colonisation, est inexistante en 1955, hormis la cotonnière de Nam Dinh, des briqueteries et des cimenteries archaïques. Pourtant le charbon et d'autres minerais sont là, en abondance, en sous-exploitation dans les charbonnages de Honghe Kampha. En 1958, le pouvoir annonce un premier plan triennal qui prévoit la création d'une centaine d'entreprises industrielles capables de réaliser un objectif fixé à 25% des besoins vitaux du pays. En 1966, il est suivi du premier plan quinquennal. Ils seront tous deux des cuisants échecs. Pour recréer une industrie autosuffisante, il manque les ouvriers et cadres spécialisés aux différentes tâches. Et ce n'est pas la promotion des anciens contremaîtres au grade d'ingénieur qui relève les productions des entreprises, héritées des Français. Il faut reformer un prolétariat ouvrier, bien soumis, qui ne pouvait se trouver à cette époque, que parmi les paysans englués dans la réforme agraire, déjà bien incapables de nourrir le Nord ou prélever une main-d'œuvre parmi le million de militaires devenus surabondants. Partir à la conquête du Sud. Pour Ho Chi Minh, le Nord ne pourra et ne devra être qu'industriel. L'idée de conquérir le grenier à riz du Sud, 2 fois plus important qu'au Tonkin, est la raison qui le poussera à intensifier dès 1958 le combat de conquête du Sud sous le prétexte de la réunification. Dans la grande république que les communistes rêvent de créer, le Nord sera le centre industriel et le Sud, le pourvoyeur de riz, l'élément vital. Le gouvernement et les dirigeants du Lao Dong ne dissimuleront plus leurs intentions, et vont, dès 1959, intensifier la rébellion vietcong des sudistes et apporter toute leur aide au futur Front national de libération du Sud. Ils sauront habilement en recueillir les fruits, le moment venu en 1975, en se débarrassant militairement des révolutionnaires sudistes, ruinant tous leurs espoirs. Ainsi en avril 1959, lors du 15e plénum du comité central du Lao Dong, il est décidé d'aider et d'intensifier la lutte révolutionnaire au sud du 17e parallèle. Il est fait appel aux anciens cadres Viet Minh, dissimulés au sud, les pressant d'organiser le soulèvement. Des groupes de résistants et des unités de maquisards communistes vont se constituer au nord.
Ils iront créer ou rejoindre l'agitation latente entretenue dans le delta du Mékong, par les rescapés des sectes caodaïstes Oahu et Ben Shuyen, dispersés en 1955 hors de Saïgon par la RVN, l'armée de la République du Vietnam. D'autres nationalistes qui se disent d'appartenance au parti révolutionnaire, tout en réfutant les communistes, lancent les premières opérations de la nouvelle guérilla civile. Le soulèvement populaire de Ba Kay en février 1959 et celui de Tra Bông en avril 1959 se généralisera partout au Sud-Vietnam et va se transformer en un soulèvement général, Dong Coi, après les affrontements de Ben Tre en janvier 1960. Le plan de révolution au Sud-Vietnam, élaboré par Lê Duan, secrétaire du comité régional du parti de Nam Bo, viendra affirmer au mouvement naissant que la population du Sud-Vietnam n'avait qu'une seule voie à suivre, la voie révolutionnaire prônée par Hanoï. Au nord, l'encadrement politique, tant civil que militaire, est terriblement efficace et la prise en main du peuple pour son bonheur semble acceptée par une population docile et soumise. La base populaire peu évoluée croit aux discours rabâchés par les dirigeants locaux et en la solidarité nationale qu'ils promettent. L'oncle Ho est devenu le Messie. Les gens simples subissent sans réagir et suivent, tels des moutons, les préceptes communistes staliniens et maoïstes aménagés à la sauce du Lao Dong. Les fonctionnaires du Nord ne respecteront qu'un temps les volontés de l'oncle Ho qui exigeait que chaque membre du parti s'imprègne de sa morale révolutionnaire, respecte le peuple et affecte un désintéressement total. Il voulait l'égalité dans l'épreuve, et il exigeait une simplicité spartiate exemplaire, prêchant la modestie maoïste dans la vie des gens. Il a fait ouvrir des magasins d'État, où le choix n'existe pas, pour fournir la nourriture, l'habillement et les premiers besoins. Les salaires sont très modestes, le sien n'est que de 250 dong. Sitôt sa mort, le 2 septembre 1969, l'intelligentsia, restée soumise et obéissante jusqu'alors, se dévoilera. Chez les hauts dirigeants du parti, elle devient une nomenclatura de privilégiés, semblable à celle des autres pays totalitaires que le successeur de l'oncle Ho, le nouveau président Ton Duc Tang, ne voudra ou ne pourra maîtriser. Chapitre 3 – À l'école des enfants du Sud. La séparation. Un soir de février 1955, Anh Tu prend sa fille aînée à part et d'une voix douce, étranglée d'émotion, elle lui confie que la vie ici devient trop difficile pour elle. « Ma fille, je te parle comme à une amie. Saïgon est trop dangereuse pour moi et pour vous, ma famille. Je risque d'être arrêtée à tout moment à cause de mes activités. Depuis longtemps, la police me surveille, et je ne veux pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. » Elle lui dit vouloir qu'elle rejoigne son frère Ton et son beau-père Kohai à Hanoï, afin d'y poursuivre ses études secondaires. Sa fille la regarde, muette, la gorge nouée. Le 15 mars 1955, un mercredi après-midi, elles vont ensemble réserver un billet d'avion pour Haiphong, le grand port du Nord, à partir duquel la gamine pourra prendre un train à destination de Hanoï. La compagnie aérienne française Koh Sara a de la place dans ce sens pour le vol du vendredi suivant. Es-tu toujours décidée à partir ? Sa volonté répond oui, mais c'est faux. Elle n'est pas du tout décidée, comme elle le prétend. La vérité, difficile à avouer par la fière petite bonne femme de 12 ans, c'est qu'elle a affreusement peur de s'éloigner des siens. Il est désormais trop tard pour crier son désarroi, elle partira dans 2 jours. Pour préparer la séparation, Wen Anh dépense tout son argent de poche en petits cadeaux pour ses proches. La grand-mère ne dit rien, elle prépare ses plats préférés mais tous devinent son émotion. Le papy, lui, demande sans cesse pourquoi elle s'en va, pourquoi elle les laisse seuls alors que son frère est déjà là-haut, si loin dans le nord. Toute sa vie, elle regrettera de les avoir quittés ce jour-là. Tout se bouscule dans sa tête. On lui dit qu'elle ne part que pour 2 ans, pas plus. On la rassure, Hanoï c'est une autre ville, elle va avoir une autre vie, elle va grandir, porter de belles tuniques, des aodai de jeune fille, elle en a franchement déjà assez de ses robes de gamine. La veille, mère et fille parlent tendrement. Te souviens-tu ce que je t'ai dit l'autre jour ? Si tu n'as pas de mes nouvelles, souviens-toi que je t'aime, que je vous aime tous, et que c'est aussi pour votre bonheur que je me batte. Ne pleure pas, surtout ne pleure pas. Cette nuit-là, elles resteront allongées côte à côte en silence. Pour la première fois Wen Anh souffre d'un mal inconnu jusqu'alors. La douleur du partir.
Elle quitte en mars 1955, à 12 ans, son école Marie Curie, son cours de 4e année, ses amis, sa famille, sa ville, pour partir seule, éloignée par sa mère, dans ce Nord libre qui désormais s'appelle la République démocratique du Vietnam. Une vie bien différente va commencer pour elle. Le lendemain, debout dès 4 heures, tous les siens viennent lui souhaiter bon voyage. Elle brûle 3 bâtons d'encens pour ses ancêtres, avec le papy qui ne parvient pas à articuler le moindre mot. La mamie a disparu. Un taxi conduit, mère et fille, à l'aéroport Tan Son Nhut, encombré de militaires. Il ne reste alors à l'armée française, suivant les accords, que quelques jours pour évacuer le Nord, désormais aux mains du gouvernement Viet Minh de l'oncle Ho Chi Minh. Flottant dans sa robe bleue, des sandales blanches aux pieds, elle s'accroche à la main de sa mère, elle l'étreint une dernière fois, l'idée de renoncer ne l'effleure pas, elle se doit d'obéir. Sa mère chuchote à son oreille, « Ne pleure pas ma fille, tes larmes vont éveiller des soupçons. » 2 officiers français les ont remarqués, et se sont rapprochés pour demander à la mère pourquoi sa fille pleure. Elle leur dit un gros mensonge, qu'elle part rendre visite à un oncle très malade à Haiphong, et comme c'est la première fois qu'elle voyage seule, elle a peur. La mère leur demande alors s'il accepterait de prendre soin d'elle durant le voyage. À la dernière étreinte, sa mère lui chuchote, « Transmets mes salutations à oncle Ho, fais bon voyage, Anne. » Et elles se sont quittées là. Elle se souviendra toujours que la première fois qu'elle a voyagé seule en avion, c'était sous l'escorte rassurante de 2 officiers français. 2 heures plus tard, elle débarque à Haiphong, encore sous contrôle français. Elle y retrouve la tante Dine, une parente du côté paternel qui a voyagé séparée d'elle dans l'avion selon le programme établi. La tante qui n'aime pas les communistes a déjà fait 2 voyages pour rapatrier les siens dans le sud, elle sait comment s'y prendre. Elle a retenu une chambre d'hôtel pour attendre le train de Hanoï du lendemain. La ville paraît triste comparée à Saïgon la Belle, toujours très animée. Civils et militaires s'affairent, se préparent à partir. Elle retient ses larmes, sa famille lui manque déjà. Le lendemain, elles prennent le premier train pour Hanoï. C'est aussi la première fois qu'elle prend un grand train. Hommes et animaux s'entassent dans les wagons, odeurs de fientes et parfums de soupe s'entremêlent, au bruit assourdissant du roulement des wagons s'additionnent des cris et des pleurs. Elle regarde de ses grands yeux angoissés. Elle découvre un nouveau monde bizarre, et ce n'est que le début. Arrivée à Camjiang Haiduong où se situe une ligne de démarcation, des soldats verts montent dans le train et les saluent. D'un air apeuré, au vu de leur dégaine misérable, la tante leur demande « Êtes-vous chinois ?» Ce qui provoque leur rire. Ils lui répondent en vietnamien avec le fort accent du Nord. « Non, nous sommes des Bodéoi, des soldats vietnamiens. » Vers 6 heures du soir, le train arrive dans Hanoï, la gare est grouillante de monde, assourdissante de vacarme. On les pousse, on les bouscule, sans s'excuser. Ce sont des rustres ces gens. Son éducation bourgeoise est mise à mal par ces malaprises impolies. Elle se sent perdue et désorientée. Les haut-parleurs nasillent, elles comprennent que la grande porte est réservée aux passagers arrivés du sud. Ouf, un peu flattée de cette faveur, elles se dirigent toutes 2 vers cette grande porte où se tient le contrôle de sortie. Bonjour Hanoï. Dans Hanoï, à la recherche du beau-père. Quand la tante lui demande l'adresse de son beau-père à Hanoï, elle tombe des nues et pleure. Sa mère a oublié de la lui donner. La tante Dine réagit de suite et décide de la conduire en cyclopousse chez un de ses frères qu'elle ne fréquente plus guère. Il a quitté le sud depuis très longtemps, c'était un rouge, et elle se dit très méfiante sur l'accueil réservé par ce frère nordiste inconnu de Wenan. Tout au long des rues, elle lit les banderoles de propagande qui se succèdent, certaines disent entre autres « Vive le Parti des travailleurs du Vietnam ». Elle se souvient que sa mère lui a dit que Ko Ai travaillait au bureau du parti à Hanoï. Elle ne sait pas ce qu'est le parti, mais le moral revient. C'est peut-être pour ce parti que oncle Tout, cadre militaire, travaille aussi. Elle est un peu rassurée quand elles arrivent chez lui. Il est absent encore à son travail. Son épouse, la tante Tout et sa sœur, la tante Bang, les accueillent gentiment et l'installent dans une chambre au premier étage, en lui promettant de la conduire le lendemain à la recherche de son beau-père. La nuit sera réparatrice après toutes ces péripéties et toutes ces émotions. Le lendemain, comme promis, tante Bang la conduira à pied à la recherche de Ko Ai tout en visitant la ville. Elle marche côte à côte, Bang très gracieuse dans sa tunique rose et elle petite fille dans sa robe bleue froissée du voyage. Ici,
Au mois de mars 1955, il fait frais de cette fraîcheur humide qu'elle ne connaissait pas à Saïgon. Arrivée à un petit lac à l'aspect morne, triste et sale, bordé d'arbres sans feuilles et au centre duquel semble flotter un curieux pagodon, elle se dit que c'était peut-être le fameux lac légendaire de l'épée restitué à l'empereur Léloy au début de sa lutte contre les Chinois. Cette légende que les parents racontent et enjolivent, pour endormir leurs enfants. La tante Bang le lui confirme. C'est une première grande déception. Près de ce lac légendaire baptisé au Hoan Kiem se trouve un bureau d'aide aux immigrés du Sud. Là, plusieurs personnes croient connaître son beau-père Kohai, mais ils ne savent pas où il travaille. On lui donne l'adresse du siège du Parti communiste. Au bureau de l'éducation, elle demande aussi où se trouve son frère Ton. Elle apprend que des centaines d'élèves venus du Grand Sud ont été regroupés à Tanoa, à 300 km au sud de Hanoï, sans plus de détails. Peu de chance de retrouver le grand frère de sitôt. Elle suit la tante Bang jusqu'à la centrale des travailleurs, siège du Parti communiste. Là encore, on lui dit que le nom du beau-père leur est familier, mais personne ne sait où il est. Nouvelle désillusion. Le soir, désemparée, seule dans sa petite chambre, elle pleure en silence pour que ses hôtes ne l'entendent pas. Sa mère, ses grands-parents, ses sœurs, la pâtisserie, tous et tout lui manque. La maison de tout l'officier se positionne en face d'un jardin public. Elle guette et y voit entrer des personnes en bleu de travail. Bang lui dit que ces gens doivent arriver du sud. Elle redouble de vigilance. Installée à l'entrée de la maison, elle espère découvrir Kohai parmi les passants. La première semaine à Hanoï se passe dans l'angoisse. Aucune nouvelle de Kohai, que des rendez-vous désespérants et des promesses non tenues. L'angoisse grandit encore plus quand sa tante Dine, celle qui n'aime pas les communistes, lui demande de revenir à Saïgon avec elle. Il lui faut prendre une décision rapide parce que l'aéroport des Français sera définitivement fermé dans quelques jours, et que le chemin de retour lui sera alors à jamais fermé. Sa parente essaie de la convaincre en évoquant sa mère et sa douce vie de Saïgonaise si différente de celle d'ici. Ses propos la rendent encore plus malheureuse, mais elle ne flanche pas. Elle a promis à sa mère de lui obéir et pour sa mère il faut qu'elle reste. La deuxième semaine, c'est à bicyclette qu'elles poursuivent leurs investigations dans d'autres quartiers de la ville, s'arrêtant dans tous les bureaux officiels rencontrés. Wen-An réalise qu'il n'y a pas qu'un seul parti, il y a aussi le mouvement socialiste du Vietnam. Là encore, on lui dit avoir entendu parler du nom de Tong, mais rien de plus, toujours des promesses et toujours des réponses négatives. Elle est de plus en plus désespérée, consciente du dérangement qu'elle cause à la Tata Bang et à l'épouse de l'oncle Tu, si généreuse de bien vouloir l'héberger et la nourrir. Le samedi, elles ont obtenu un rendez-vous au bureau du Parti des travailleurs, situé au bord du lac Thuyen Quang. Un rendez-vous avec le Parti socialiste est prévu pour la semaine suivante. Presque arrivée, elle lit inscrit sur une pancarte « Bureau du Parti démocratique », encore un parti dont elle ignorait l'existence. Elle entre dans l'immeuble. Sans espoir, d'une voix neutre, Wen-An demande s'il y a ici un monsieur du nom de Tong. Elle vacille quand le concierge lui dit d'attendre pour qu'il aille le chercher. Il est en réunion. Elle aperçoit un homme qui prend l'air frais sur le balcon. Le concierge lui crie qu'il y a en bas une jeune fille en robe bleue venue à bicyclette. Quand il est devant elle, elle pleure, elle rit, c'est à accent circonflexe UI, je t'ai cherché partout. Il essuie ses larmes en souriant et la console en disant que si elle n'était pas venue, il serait parti le soir même la chercher chez l'oncle Tu. Il savait qu'elle était là, et qu'elle le recherchait. Le lendemain tôt, c'est à accent circonflexe UI viendra la chercher. Après avoir remercié ses généreuses hôtesses, elle l'accompagnera chez lui. La tante Dine, revenue à Saïgon, est allée voir les grands-parents et leur a raconté que leur petite fille avait froid, faim et qu'elle était toute seule dans la triste Hanoï envahie d'étrangers. Ces informations ont affolé les grands-parents qui reprochèrent à leur fille d'avoir envoyé la gamine à l'aventure. Elle avait dû de suite faire passer une lettre au mari, lui donnant l'adresse où sa fille devait se trouver pour qu'il vienne la chercher au plus vite. C'est à accent circonflexe UI habite un minuscule appartement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.